Ciao ragazzi, bienvenue à Buonasera Calcio, l'émission qui donne son avis sur l'actualité du football européen 2 fois par semaine. Chaque lundi et chaque jeudi à 20h30, je passe 30 minutes avec vous en direct sur Twitch, mais aussi en podcast à écouter sur toutes les plateformes de streaming. Bonne émission! Bonsoir et bienvenue pour une nouvelle émission de Buonasera Calcio. Ce soir, on va passer 30 minutes ensemble, à nouveau, pour parler un petit peu des favoris qui se sont dégagés après les 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Oui, bonsoir à Forza Juve dans les commentaires. Bon, je viens ici, vu que le match n'a plus d'importance, la Juve gagne 3-0. Effectivement, il y a un match en ce moment d'Europa League entre la Juve et Nantes. Ça s'est un petit peu mal passé pour Nantes. Il y a eu carton rouge et penalty, c'était un petit peu sévère, je pense. Penalty, oui, mais carton rouge peut-être un petit peu sévère. C'est dommage, ça a mis fin au match. Mais bon, de toute façon, je pense pas que Nantes s'attendait à grand-chose dans le match qui allait l'opposer à la Juventus. Donc revenons-en quand même à nos moutons. Quel favori s'est dégagé après ces 8e de finale aller de Ligue des Champions? Ça y est, on les a tous vus depuis hier. Donc il y a eu les 8 matchs qui se sont joués. C'est vrai que il y a eu, moi personnellement, en tous les cas, j'ai pas réussi à... Enfin, comment dire, je n'ai pas vu une équipe qui survolait absolument tout, d'accord, où je me dis c'est bon, c'est eux qui vont gagner la Ligue des Champions. En revanche, j'ai réussi à, en tous les cas, sur cette partie de la Ligue des Champions. C'est les matchs allés, des 8e de finale. Il reste encore beaucoup de matchs. Il reste 2, 4, 5, 6 matchs avant de gagner la Ligue des Champions, si vraiment vous allez jusqu'au bout. Donc 6 matchs, c'est beaucoup. C'est 6 matchs en plus en 3 mois. Donc il se passe beaucoup de temps. Il peut se passer plein de choses. On voit que dans le football, en 2 semaines déjà, il se passe énormément de choses. Donc effectivement, c'est très très loin. Mais si on doit tirer un bilan de ces 8e de finale aller, j'avais envie de vous donner un petit peu ma vision des choses, vision qui moi-même me surprend, mais je préfère la partager avec vous et puis savoir un petit peu ce que vous en pensez, si vous avez envie d'en parler et de réagir. Je vais faire un petit point sur les commentaires. Moi, j'ai pas regardé hier, mais mardi, j'ai regardé Francfort-Naples, très beau match. Le but de Naples, l'action est magnifique, on va y revenir, De toute façon, comme vous pouvez le voir, là, j'ai abordé 3 points, on va dire. C'est pas 3 points, mais c'est en tous les cas les 3 types d'équipes que j'ai réussi à définir dans les 8e de finale aller. Et ça commence effectivement par le favori. Le favori, alors c'est beaucoup dire, j'en ai parlé, je pense, la semaine dernière. Ou c'était lundi d'ailleurs, non c'était lundi, mais j'en avais déjà parlé. Pour moi, Naples pour l'instant est la meilleure équipe d'Europe, joue le meilleur football et très clairement, s'ils continuent comme ça, j'ai pas vu d'équipe qui pouvait les contrarier pour gagner la Ligue des Champions. C'est complètement dingue, même le dire, je trouve ça vraiment bizarre. Donc bien sûr, en revanche, il y a quelque chose que Naples ne sait pas faire en Ligue des Champions, qui n'est pas du domaine footballistique. C'est maîtriser l'événement. Naples n'a jamais connu les sommets de la Ligue des Champions. Ils ont fait quelques belles prestations. Ils ont gagné une Coupe d'Europe, mais c'était une C3 dans les années 80, fin des années 80, début des années 90 avec Diego Maradona. Mais le très très haut niveau européen, ils le connaissent pas. Donc appréhender ce genre de rendez-vous, ni Spalletti, ni les joueurs, ni même le club ne sait comment on fait. Quand je dis le club, vous savez, je vous ai déjà parlé ici du fait que même si un club comme Liverpool ou Milan, par exemple, je prends ces 2 clubs-là parce que c'est emblématique, parce que pendant très longtemps, ils ont traversé le désert et Liverpool est revenu au sommet et Milan, ça fait très longtemps qu'ils ont traversé le désert, mais ils reviennent pas encore au sommet, mais en tous les cas, ils reviennent dans les tours à élimination directe de Ligue des Champions. Ça fait très longtemps, même si ces équipes
ont des trous générationnels et réapparaissent quelques 6, 7, 8 ans après sur la scène européenne, le club sait comment on appréhende ce genre de situation. C'est-à-dire que le magasinier, je sais pas, la personne qui va donner les chasubles, la personne qui est à l'accueil du musée du club, l'intendant, la personne qui est à la cantine, etc. Eux, ils savent comment on gagne une Ligue des Champions parce qu'ils l'ont certainement vécu. Donc, ils sont convaincus de ce qu'il fait. Ils savent exactement comment il faut se comporter, comment est-ce qu'il faut préparer les joueurs, quel type de pression il faut mettre. Bref, ils savent comment gagner ce genre de moment-là. Et dans les clubs qui n'ont jamais vécu ça, bah en fait, c'est un petit peu compliqué. Alors, ça peut passer de temps en temps un petit peu par hasard. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de clubs de ce niveau-là qui se mettent énormément de pression et qui ne savent pas comment appréhender ces moments à haute intensité émotionnelle en Ligue des Champions. Pas que, mais en tous les cas, tout grand rendez-vous européen. Donc oui, ces clubs-là savent comment appréhender ça. Naples ne fait pas partie de ces clubs-là. Donc personne n'a vécu une finale de Coupe d'Europe quelconque avec Naples. Personne ne sait comment on gagne. Ils ont même pas gagné de Scudetto depuis les années 90. Donc Naples ne sait pas gagner en vrai, enfin en réalité. Là, ils ont pris suffisamment d'avance en Serie A pour aller jusqu'au bout, mais voilà. Un petit tour dans les commentaires. Une finale Naples-Real, je signe de suite, ça serait un match de dingue. Et effectivement, je pense aussi. J'ai vu ça l'autre jour. Naples n'a jamais passé les huitièmes de la grande Coupe d'Europe, c'est dingue. Oui, effectivement, Naples ne sait absolument pas comment on fait. Mais là, très honnêtement, avec le match aller qu'ils ont fait à Francfort, gagner à l'extérieur 2-0, même si les buts à l'extérieur ne comptent pas plus que des buts normaux, ça change pas qu'ils ont gagné quand même le match aller 2-0 et que le match retour est chez soi. Même si c'est pas un avantage de mettre des buts à l'extérieur, c'est quand même toujours mieux de gagner à l'extérieur et ensuite de recevoir en deuxième phase. Puis en plus, certainement leur meilleur attaquant à Francfort après un carton rouge qui était à mon sens justifié. Hein. La semelle n'était pas méchante, mais en revanche elle était dangereuse. Donc voilà, un bon vieux carton rouge. Oui, en plus Francfort a perdu Götze et Colomboigny, ils sont suspendus tous les deux. Effectivement, Götze, c'est vrai, c'est un carton jaune qui l'a suspendu automatiquement pour le match suivant. Götze, c'est un peu le maître à jouer au milieu de terrain. Hein. Ils ont pas que lui, mais c'est la seule personne un petit peu d'expérience. Et puis Colomboigny, très clairement, c'est le meilleur attaquant. Donc ça va être très très compliqué pour Francfort. Donc ils vont pour une fois franchir les huitièmes de finale. Et après, arriver en quart, l'oxygène sera raréfié. Il n'y a plus beaucoup d'équipes. Hein. Donc pour moi, effectivement, après ces huitièmes de finale aller, vous allez voir après que je vais parler d'une autre équipe qui a un petit peu défrayé la chronique mardi, mais pour moi, pas tant que ça, finalement, mais bon, on en parlera après. Pour moi, c'est Napoli qui m'a le plus impressionné. Ensuite, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vraiment. Alors, je vais faire un petit hors sujet à ton débat, mais j'ai vu passer que le Milan sera intéressé par Umtiti. Ah, alors, oui, alors c'est un hors sujet, Forza Juve, mais c'est pas grave. Alors, très honnêtement, je n'ai pas lu d'infos concernant Umtiti. Ça me semble bizarre parce que on a beaucoup de défenseurs centraux de très bon niveau. On a Malik Thio, on a donc alors c'est peut-être pour remplacer Simon Kjær, mais bon, Simon Kjær, on a Kalulu qui peut jouer à droite et à gauche, on a Tomori, donc je pense que et sans citer Gabia qui cette saison est un petit peu en dessous, mais la saison dernière a très bien dépanné. C'est un jeune du centre de formation, enfin jeune, il est plus très jeune, il a plus de 20 ans, mais c'est quelqu'un du centre de formation. Donc ça m'étonnerait qu'il recrute Umtiti. Moi, ça me semble bizarre, mais bon, c'est pourquoi pas. Pourquoi pas. En tous les cas, le Napoli pour moi. En tous les cas, sur cette phase aller, ça a confirmé sur les phases retour, bien sûr. Et puis ça, ils vont remettre leur titre en jeu de favoris à chaque tour, hein, le Napoli. Pour moi, c'est vraiment les favoris. Ensuite, il y a les outsiders. Je les ai appelés les outsiders parce que pour moi, il y en a deux. Et ces deux outsiders que j'attendais pas non plus. Et c'est d'ailleurs d'autant plus bizarre parce que je vais vous dire qu'il y en a un des deux qui a perdu. donc c'est un peu bizarre.
Mais c'est vrai qu'il y a une équipe qui m'impressionne, qui m'a beaucoup impressionné pendant les poules et qui a confirmé ce que je pensais d'elle en huitième de finale aller. Alors, ils ont eu des circonstances de match favorables, mais c'est le Benfica. Le Benfica joue un football qui est vraiment très, très agréable à voir jouer. Rafa Silva est complètement dingue. Je trouve qu'il a un niveau stratosphérique. Il a arrêté la sélection pour se consacrer au Benfica, mais il a un niveau de dingo. Ça faisait très longtemps que j'avais pas vu ça. Otamendi, c'est un vrai taulier. Au milieu du terrain, effectivement, ils ont perdu Enzo Fernandez qui est parti à Chelsea pour je ne sais pas combien de centaines de millions d'euros, hein, bien sûr. Mais ça ne change pas que le Benfica, pour moi, fait partie des très gros outsiders de la Ligue des Champions. De là à ce qu'ils gagnent la Ligue des Champions, je ne sais pas, mais sur les phases allées des huitièmes de finale, ils m'ont encore impressionné. Et donc, ils n'avaient pas non plus un adversaire dingue en face. Hein. Le FC Bruges, ils l'ont vite fait exploser. Mais ça ne change pas que ils ont gardé un très très bon niveau entre la phase allée, enfin en tous les cas la phase de poule et la reprise post-Coupe du Monde. Ils sont premiers de leur championnat, ils ont 5 points d'avance je crois sur Porto. Donc franchement très 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 belle équipe et ça ne m'étonnerait pas de la retrouver en demi-finale. La perte de Fernandez ne se voit même pas, pardon. Il continue à tout gagner en championnat et Ligue des Champions. Ouais, c'est-à-dire que c'est une équipe qui ne perd quasi jamais. Ils ont d'ailleurs même battu le FC Porto en championnat, donc ils sont quasi invincibles. L'équipe ne perd pas. Ils ont quand même terminé premier de leur phase de poule devant le Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain qui à l'époque était une équipe redoutable. Pourquoi ? Parce que les 3 stars étaient ultra motivés par la Coupe du Monde. C'est plus vraiment le cas maintenant, comme vous avez pu peut-être le constater. Donc voilà, donc non, franchement, le Benfica peut faire vraiment très 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 mal. La deuxième équipe qui m'a impressionné lors des phases allées de huitième de finale, après dans les favoris, je mettrais le Real aussi, une machine à gagner. Alors, j'y viens, t'inquiète pas. Comme tu vois, il y a marqué le taulier. C'est à ce moment-là qu'on va en parler, mais il y a pas mal de choses à dire sur le Real. Oui, la deuxième équipe qui m'a impressionné, à part le Benfica, bizarrement, très bizarrement, c'est aussi une équipe portugaise. Alors, pourquoi est-ce que je dis bizarrement ? Parce que hier, je regardais Inter-Porto, qui était un match d'ailleurs très très intéressant, bien plus que Manchester City et contre Leipzig. L'Inter a fait une très bonne partie, mais le FC Porto m'a montré beaucoup de qualité et finalement ils n'ont pas craqué du tout, voire même ils ont eu des très très grosses occasions contre l'Inter. Et ils ont juste craqué lorsqu'il y a eu l'expulsion d'Otavio, Otavio qui était très très excité hier dès le début du match. Il y a eu beaucoup de prises de tête, mais ça change pas que cette équipe du FC Porto, moi je la trouve très efficace. Ils ont des sorties de balles lorsqu'ils jouent en transition qui sont magnifiques, mais vraiment magnifiques. Hein. C'est impressionnant les redoublements de passes, les appels en profondeur, les fausses pistes, etc. Honnêtement, ils m'ont impressionné. Alors l'Inter en face, c'est une équipe sérieuse, mais j'ai l'impression que les quarts de finale, ça sera un petit peu le plafond de verre. Le FC Porto est tellement surprenant en revanche, lui, que je pense que s'ils passent en quart de finale, ce qui va être un petit peu compliqué parce qu'ils sont menés 1-0, mais honnêtement, je les vois bien gagner au retour au Dragao, au Stadio do Dragao, je les vois bien gagner 2-0 ou 3-1, parce qu'en fait, ce qu'ils m'ont montré hier soir, c'était vraiment du très haut niveau. Alors ils ont un ou deux joueurs, bon c'est le FC Porto, hein, c'est pas je sais pas Manchester City, donc ils ont pas non plus un effectif complètement dingue. C'est vrai qu'ils ont des très très bons joueurs. Pepe en défense, parce qu'ils ont 2 Pepe, ils ont aussi un en attaque qui est très très bon aussi, mais Pepe en défense est encore vraiment on va dire impérial. Otavio est pas mal. Le problème, c'est qu'il est très très excité, mais bon, sinon voilà. Pepe et Taremi devant, c'est vraiment bon. Ils ont un milieu de terrain qui a un nom Goutaji, je crois. Je suis désolé de ne pas me souvenir exactement de son prénom, de son nom, qui lui est vraiment super fort. C'est un espèce de meneur de jeu devant la défense. Moi, je le trouve vraiment impressionnant. Non, honnêtement, c'est
c'est vraiment très très haut niveau. Vraiment, le FC Porto, je pense que sans sans l'expulsion, il serait certainement allé à 0-0 jusqu'à la fin du match. Et en l'occurrence, je pense même qu'ils auraient peut-être pu marquer un but. En plus, Onana hier fait de super arrêts. Un petit point dans les commentaires. Après, dans les favoris, bien sûr. En plus, étant largué en championnat, il pourrait tout miser sur la Ligue des Champions. Là, je pense que on parlait du Real. Donc oui, attention à Porto. Ah oui, enfin, d'accord, non. Donc, en l'occurrence, c'est Porto. En plus, en étant largué en championnat, il pourrait tout miser en Ligue des Champions. Oui, tout à fait, parce qu'ils ont 5 points de retard. 5 points de retard en championnat du Portugal. C'est très compliqué à remonter parce que le championnat du Portugal n'est pas dense du tout. Il y a 2 très très bonnes équipes, le Benfica et le FC Porto. Il y a Braga qui est un peu, on va dire, qui est le 3e larron cette année. Mais en revanche, en gros, les 2 gros, ils perdent jamais. Donc il y a que les confrontations directes qui les départagent la plupart du temps. Ils ont perdu le match aller. Il restera le match retour. Ça change pas qu'un match est 3 points et que Porto a 5 points de retard. Donc, ça va être compliqué. Oui, ils peuvent vraiment se consacrer à la Ligue des Champions. Et Porto fait partie de ces clubs, comme le Benfica d'ailleurs. Mais bon, le Benfica, ça commence à dater. Mais en tous les cas, Porto fait vraiment partie de ces clubs qui savent gagner la Ligue des Champions. Ils l'ont gagné en 2004. C'est la dernière grosse surprise qu'il y a eu en Ligue des Champions. C'est-à-dire comme vainqueur final de Ligue des Champions. Je ne sais pas si vous vous souvenez, hein, c'était contre le Monaco, l'AS Monaco, de Didier Deschamps, Ludovic Giuli, Jérôme Roten, etc. Morientes, tout ça, ils avaient une super équipe, Dado Percho et tout. Donc oui, c'est un club qui sait gagner la Ligue des Champions. Donc je ne sais pas s'ils le feront, ça ne change pas qu'ils m'ont beaucoup impressionné et que c'est très bizarre à dire. En fait, là, les 3 clubs que je vous cite, très honnêtement, si en début de saison on m'avait dit Mehdi, donne tes 3 favoris après les 8e de finale. À ton avis, quelles seront les équipes qui seront favorites ou en tous les cas qui t'auront le plus impressionné? Je n'aurais jamais dit Naples, le Benfica et le FC Porto. Et pourtant, après avoir vu et les phases de poule, et les premiers matchs de 8e, je suis obligé de dire ça parce que c'est vraiment ce que j'ai constaté au niveau footballistique. Après, je sais pas si je vais trop vite, mais même en étant fan de Marseille, je n'enterre pas le PSG dans les outsiders. Alors, attention, là, moi, je parle vraiment je me base sur leur match en 8e de finale aller et les phases de poule. D'accord ? Ça change pas que, effectivement, tu as tout à fait raison, c'est ce que je disais au début, le Paris Saint-Germain est capable de faire un switch, passer sur on, que ces 3 stars commencent à un petit peu être plus, on va dire, concernés par ce qui se passe sur le terrain, et ils peuvent tout à fait gagner la Ligue des Champions. Mais c'est exactement la même chose et on va en parler après, je voulais un petit peu aborder le sujet, pour Manchester City, par exemple. C'est pas parce qu'ils ont fait un match en demi-teinte contre le Leipzig que Manchester City n'a pas la capacité de gagner avec des champions. Ça change pas qu'ils l'ont jamais fait pour l'instant, mais ils ont clairement l'effectif pour gagner avec des champions. Est-ce qu'ils le feront ? On ne sait pas. Mais c'est vrai que je me base vraiment sur ce que j'ai vu pour l'instant au niveau footballistique en poule et en 8e de finale aller. C'est pour ça que je parle de ça. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Le PSG, faut pas les enterrer. On va dire c'est les outsiders donc ça c'est les outsiders techniques, hein, ceux dont je parle, le favori, les outsiders et le taulier. Ensuite, il y a les outsiders, on va dire, sur le papier. C'est-à-dire, quels sont les clubs qui, en théorie, peuvent à n'importe quel moment gagner avec des champions. Manchester City et le Paris Saint-Germain, ils en font clairement partie. Le Bayern aussi, dans une moindre mesure à mon sens cette année, mais le Bayern aussi en fait tout à fait partie. Donc voilà, il y a des très gros clubs qui peuvent tout à fait gagner avec des champions. Manchester City, le problème c'est que depuis le début de saison, ils ont des hauts et des bas. On en a parlé lundi. Ils ont quand même pas mal de bas depuis la reprise après la Coupe du Monde. Et moi, le match d'hier, en fait, possession complètement stérile en première période. D'ailleurs, ils marquent sur une erreur de relance. Hein. Ils marquent pas sur une action vraiment qu'ils auraient créée. Et le truc, c'est que effectivement, comment dire. Derrière, en deuxième mi-temps, quand Leipzig décide de jouer, en fait, ils se font bouger, quoi. C'est vraiment bizarre, mais alors,
En l'occurrence, hier, il n'y avait pas De Bruyne. On sait l'importance qu'a De Bruyne dans le jeu de Manchester City. Mais c'est vrai que c'est quand même... moi, je trouve que c'est un petit peu inquiétant parce que Leipzig, c'est quand même pas une équipe vraiment très impressionnante, ni en championnat d'Allemagne, ni pour ce qu'elle a fait depuis le début de la Ligue des Champions, même si elle commence à être un petit peu habituée, donc maintenant elle maîtrise un petit peu les événements, mais elle n'a pas été vraiment impressionnante. Mais ce qu'elle a fait hier à Manchester City en deuxième mi-temps, c'était franchement très très bien, hein. Donc voilà. Le match nul contre Nottingham et Leipzig pour un club de grande ambition comme City, ça fait tâche. Ouais, c'est vrai, ça fait tâche. Et ça fait pas que... C'est pas que ça, en fait, parce que c'est-à-dire que ça fait 2-3 fois qu'ils ratent les opportunités pour revenir sur Arsenal. À chaque fois que Arsenal se rate plus ou moins, bah, eux se ratent aussi. Des fois même pire, ils font des défaites, etc. Ils se sont fait, en plus ils ont pris des grosses défaites contre des clubs comme Brentford ou des trucs comme ça. Donc vraiment, je les sens pas du tout impériaux cette année, alors qu'ils ont un effectif qui est vraiment grandiose. Et ils ont vendu Cancelo au Bayern. Alors Cancelo, c'est pas non plus, je veux dire, il est bon, mais lui aussi, il a un problème de continuité. Mais Cancelo, n'empêche, c'est un vrai latéral et ils l'ont pas remplacé. Et maintenant, Manchester City, du côté de Cancelo, ils ont personne. Là, par exemple, c'était Nathan Ake, le latéral hier. Donc Nathan Ake, c'est pas vraiment un piston, un latéral qui va amener le surnombre, etc. Donc je sais pas. J'ai pas l'impression que ce soit super bien géré. Et puis il y a toujours cette espèce d'épée de Damoclès qui flotte au-dessus de leur tête, hein, les sanctions de la Première Ligue. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Ça peut perturber la saison aussi. Euh... Ouais, tu me dis, après, il y a un club qui pourrait créer la surprise aussi, c'est Dortmund, ça joue hyper bien là-bas. Oui, oui et non. Ils ont des phases où c'est vrai que ça joue bien, et puis en plus ils ont des très beaux joueurs comme Bellingham, comme Brandt. Euh, c'est à peu près tout, très honnêtement. Après les autres joueurs, je trouve que c'est des joueurs un peu moyenasses, mais en tous les cas Bellingham et Brandt, je trouve que c'est des bons joueurs. Là, je suis très content pour Sébastien Haller qui revienne sur un terrain de football après ce qui lui est arrivé avec son cancer des testicules. Mais ça change pas que Sébastien Haller, ça sera jamais quand même un joueur vraiment super haut niveau. Alors, Adeyemi, Chan et Guerrero sont des bons joueurs. Mais Adeyemi, ok, son accélération, c'est impressionnant, mais j'ai pas encore trouvé. Quand il était à Salzbourg, en fait, je m'étais dit, bon, c'est un nouveau Haaland. Enfin, quand je dis c'est un nouveau Haaland, c'est Salzbourg nous a trouvé encore un phénomène, en fait. Et ça va encore donner un truc complètement dingue comme Haaland. Bah en fait pas vraiment. Il trouve pas vraiment de continuité. Il a une façon de jouer qui est ultra explosive, mais il se blesse très fréquemment. Là, il s'est encore blessé ce week-end. Alors ok, il fait une passe décisive, mais ça change pas qu'il se blesse et c'est une belle blessure musculaire, donc il sera pas là pendant un petit moment. Emre Can, c'est un bon métronome au milieu, il est quand même pas au sommet de sa carrière. Guerrero, c'est un bon latéral, mais c'est pas non plus du top niveau. Après Dortmund, très honnêtement, quand vous regardez, Chelsea est en peine en ce moment. Très clairement, ils sont 10e de Première Ligue, ils ont encore perdu ce week-end et tout. Et finalement, sur l'ensemble du match, honnêtement, la victoire de Dortmund, c'est boursouflé. Ça devrait pas être une victoire de Dortmund, ça doit être un match nul. Je pense que c'est vraiment le truc le plus juste, voire même peut-être une victoire de Chelsea en termes de nombre d'occasions, etc. Je pense que ça aurait été plus juste. Et c'est en ça que je dis que Dortmund, bah c'est pas non plus. Moi, ils m'ont pas impressionné contre Chelsea. En championnat d'Allemagne, là ils sont sur un bon run, mais ils ont beaucoup de trous quand même, et j'ai pas l'impression enfin ils déçoivent tout le temps en championnat d'Allemagne. C'est une constante chez Dortmund. Donc je sais pas. Moi, je suis pas si enthousiaste que ça pour Dortmund. Mais bon. Chelsea, j'en parle pas. Liverpool, j'en parle pas. Justement, passons au taulier. Alors, le taulier, c'est qui? Le taulier, c'est le Real. 14 Ligues des Champions, champion en titre, 5 Ligues des Champions en 9 ans. Enfin, bon, bref. Que dire de ce club? Je peux pas dire que je le porte dans mon cœur parce que pour moi, c'est comment c'est peut-être un petit peu, enfin les gens en fait qui suivent le foot depuis peu de temps vont peut-être être surpris, mais c'est le seul concurrent du Milan au niveau européen.
Donc voilà, oui, parce que bah oui, le Milan est le club qui a le plus de Ligue des Champions à part le Real, et donc c'est vrai que c'est pas le club que je porte dans mon cœur, parce que pour moi c'est eux que je regarde en fait, c'est eux que je veux rattraper. Je veux que Milan arrive à 14 ou 15 Ligue des Champions. Donc oui, c'est complètement utopique, mais c'est comme ça. Donc, mais ça change pas que c'est les tauliers, quoi. Je veux dire, ce qu'ils ont fait encore à Liverpool. Alors c'est un Liverpool malade, hein. Si on analyse le match de Liverpool n'a ni queue ni tête. C'est un match de minime ou de junior où les gars sont complètement sans aucune stratégie. Le premier quart d'heure, et même jusqu'à ce que le Real revienne à 2-2, c'est n'importe quoi. Mais honnêtement, c'est n'importe quoi. Au niveau technique, il y a des individualités qui font des différences, mais au niveau tactique, c'est pitoyable. Mais honnêtement, ce match est pitoyable. Quand j'entends des gens dire que c'est un match qui va rester dans l'histoire du football de la Ligue des Champions, honnêtement, je suis même plus que surpris, parce que si le but du jeu c'est un concours du mec qui marque le plus de nombre de buts qui sont des bourdes, bah alors à ce moment-là ça restera, oui, effectivement, dans l'histoire de la Ligue des Champions. Mais si c'est dans un niveau technico-tactique, mais pas du tout, quoi. En fait, c'est un match qui n'a ni queue ni tête. Et j'en parlais avec un ami aujourd'hui. Je me souviens d'un 0-0 entre le Real et Manchester United dans les années 90, fin des années 90 ou début 2000. Non, je crois que c'est fin des années 90. C'était le Real de Mihailovic, Suker, Redondo, etc. Il y a eu un 0-0 au match aller. C'est un des plus beaux matchs que j'ai vu dans ma vie de passionné de football. Vraiment. Donc je pense, je pense pas que le football est. Alors, bien sûr, c'est bien les buts et tout le monde aime les buts, mais c'est pas parce qu'il y a beaucoup de buts dans un match que c'est un match de haut niveau. Au contraire, finalement, quand il y a vraiment trop de buts, tu te dis qu'il y a eu un problème. Donc voilà. Si on regarde bien, hein, les 4 premiers buts, c'est n'importe quoi. C'est que des erreurs, en fait. C'est Camavinga qui a mis des chaussures de bowling. Le mec, dès qu'il touchait un ballon, il glissait. En l'occurrence, il fait une passe en retrait. Finalement, il y a but de Darwin. Il y a une rotule de Courtois. Il y a une passe dans les pieds de Vinicius. Il y a 4 défenseurs qui défendent sur Vinicius. Il arrive quand même à frapper. Non, mais je veux dire, c'est pas normal, quoi, en fait. Il y a plein de choses qui sont pas logiques, mais il y a un truc que sait faire le Real, c'est maîtriser les matchs, et ça, et ne jamais douter. Et ça, franchement, c'est vraiment un truc, je pense, qu'ils sont rentrés dans la tête des autres équipes. Et maintenant, quand vous prenez un but contre le Real, vous avez l'impression que vous êtes quasi sûr qu'ils vont faire une remontada. On a l'impression que tout le monde se liquéfie en face. Juste un petit point sur les commentaires. 0 victoire pour les clubs anglais, mais 3 pour les Italiens. Après, oui, le championnat anglais est fort, du coup, en Ligue des Champions, ils sont souvent cramés. Oui, c'est vrai, ils sont souvent cramés, et puis c'est beaucoup plus intéressant de terminer 3e, 4e, 5e de Première Ligue que de gagner la Ligue des Champions. Il faut savoir que tu vas gagner plus d'argent à terminer en Première Ligue, c'est-à-dire à rester en Première Ligue, ne pas être relégué, que à gagner la Ligue des Champions. C'est-à-dire que le dernier de Première Ligue prend 120 millions, hein, je le dis souvent, mais celui qui gagne la Ligue des Champions, il prend moins que ça. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est aussi pour ça que personnellement, je soutiens la Super League. C'est pas normal qu'il y ait 6 milliards de revenus pour l'UEFA chaque année, et que les clubs ne prennent que une centaine de millions d'euros lorsqu'ils gagnent la Ligue des Champions. Vu comme c'est difficile de gagner la Ligue des Champions, c'est pas normal. Donc voilà, donc c'est pour ça que je soutiendrai toujours la Première Ligue, la Super League, si bien sûr les clubs sont qualifiés par le biais sportif, hein, bien entendu. Donc voilà, ou sauf si le Milan est qualifié chaque année. Non, je rigole, c'est une blague. Donc voilà, donc c'est en tous les cas le Real, c'est un club qui maîtrise les choses, et il a une histoire qui n'est pas rationnelle avec la Ligue des Champions. Mais vraiment, hein. Il est vraiment une histoire qui est absolument pas rationnelle avec la Ligue des Champions, et c'est pour ça qu'on ne peut jamais le sortir des favoris, en tous les cas ces 10 dernières années, parce qu'en fait, même s'ils sont pas bons, le nombre d'années où on a dit sur ces 5 Ligues des Champions en 9 ans là, qu'ils ont gagné, le nombre d'années où on a dit non mais ils sont cramés, au mois de septembre les mecs ils mettaient pas un pied devant l'autre, et finalement mois de mai arrive, mois d'avril arrive, ils sont injouables. Et ça, c'est vraiment l'ADN, encore une fois,
de ces grands clubs qui savent gagner la Ligue des Champions, qui savent exactement comment préparer les joueurs, mais à tous les niveaux, que ce soit sportif, physique, psychologique, à tous les niveaux, même au niveau opérationnel, c'est-à-dire l'intendance est bien faite, tout se passe bien, il n'y a pas d'anicroche, ils sont vraiment... c'est vraiment exceptionnel. Donc voilà. Donc voilà, je vois que le Real qui ne m'a pas convaincu parce que son match contre le Liverpool n'est pas génial, vraiment, mais qui a une maîtrise de l'événement que aucun autre club n'a. Donc ça c'est vraiment voilà. Après je parle pas de Milan et de Tottenham parce que pour moi Milan n'a aucune chance. C'est bien s'ils passent les huitièmes déjà, ce sera pas mal. Tottenham pareil, ils ont absolument aucune chance. C'est déjà pas mal s'ils passent les huitièmes. Le Bayern, très honnêtement, ce qu'ils ont fait contre Paris, ça m'a pas du tout impressionné. Donc voilà, ça peut être un club qui fait une bonne prestation, mais je pense pas trop. Donc c'est pour ça que je voulais un petit peu vous parler de ça parce que j'ai pas du tout été impressionné par les gros clubs d'habitude. Liverpool c'est une serpillière, très honnêtement. Ce qui se passe en première ligue depuis le début de saison, c'est pas du tout un hasard quand on voit le match contre le Real. C'est pitoyable. C'est déjà pas normal qu'ils mènent 2-0. En fait, c'était une anomalie statistique qui mène 2-0, donc qui prennent 5-2, c'est pas normal non plus, mais en fait, voilà, ça s'est balancé. Donc voilà. Du coup, alors surtout l'Europa League, pas facile à gagner et tu gagnes des clopinettes. Ouais, c'est vrai ça. Ça c'est vrai que tu gagnes l'Europa League, tu tapes tous les reversés de la Ligue des Champions. T'as quand même maintenant des très belles équipes qui sont en Europa League, hein, parce que c'est les 5e, les 4e et 5e. Alors en tous les cas les 5e ou 6e des grands championnats, donc c'est chaud. Et puis finalement tu gagnes que dalle quoi. Alors excepté oui une belle épopée pour tes supporters, mais financièrement, c'est pas terrible. Du coup, la Super League, oui, à fond. En Espagne, j'aime le Real. Le fameux contre City, j'avais arrêté de regarder. Je vais sur Twitter et je vois des buts de Real. J'en croyais pas mes yeux. Ah oui, le match de l'année dernière, effectivement, était complètement dingo. Bon, en même temps, tous les matchs à partir des huitièmes de finale, les matchs retour du Real, tous étaient complètement... c'était hors du temps. Enfin... Je veux dire, c'était illogique, le Real s'est fait dominer par tout le monde pendant toute la campagne. Même en finale, Thibaut Courtois fait 7 ou 8 arrêts. C'est absolument pas normal que Liverpool ne gagne pas la Ligue des Champions, en fait. Non, franchement, c'est n'importe quoi. L'emprise psychologique, même limite ésotérique, qu'a le Real sur cette Ligue des Champions. Je sais pas combien de temps ça va durer encore, mais en tous les cas, voilà, ça existe. Enfin voilà, c'était l'avis de Buonasera Calcio un petit peu sur les huitièmes de finale aller de Ligue des Champions. Qui était le favori, qui sont les outsiders et puis qui est le taulier. On verra bien ce que l'avenir nous proposera, hein, déjà dans les qualifications, hein, parce qu'il y a certains outsiders que j'ai cités qui ont perdu le match aller. Donc on verra bien jusqu'où mes prédictions vont aller. Je suis pas très bon aux prédictions d'habitude, donc voilà. En tous les cas, merci beaucoup d'avoir suivi Buonasera Calcio encore une fois. N'oubliez pas, vous pouvez revoir la vidéo sur Twitch, bien sûr. Sur la chaîne YouTube aussi, maintenant, vous pouvez revoir le live en entier. Donc, n'hésitez pas à aller sur la chaîne YouTube et à vous abonner, à mettre des petits pouces. Et puis sinon, en podcast, hein, sur Apple Podcast, sur toutes les plateformes de streaming audio. Donc voilà, merci beaucoup, merci à toi Forza Youth d'avoir été là, merci pour tous tes commentaires, et puis je vous souhaite tous une excellente soirée, et on se retrouve lundi soir. Ciao ragazzi, ciao.